Un professeur de droit respecté est exécuté devant chez lui. Des années plus tard, les procureurs affirmeraient que la clé de l'affaire était une femme qui n'avait jamais tiré. En 2014, l'accusé avait un petit ami riche nommé Charlie Adelson. Et la famille de Charlie Adelson avait un gros problème. Et ce problème, c'était Dan Markel. En retraçant l'argent, les enquêteurs ont découvert un réseau de relations et des paiements secrets menant à une conspiration mortelle. La Prius a mené à Rivera, Rivera a mené à Garcia, et la rancune a mené aux Adelson, et les deux pistes se terminent à Catherine Ibanawa. Le verdict tant attendu n'est jamais tombé. Concernant l'accusé McFanoa, je déclare ce procès nul. Le premier jury était divisé, mais le second l'a condamné. Rapidement, elle a aidé à constituer un dossier contre ceux que les procureurs considéraient comme les cerveaux. Quand vous avez témoigné, avez-vous dit la vérité au jury? Non, Madame, je ne l'étais pas. Et pourquoi alors raconter maintenant une autre version? Je pense que la vérité devait éclater et que les personnes responsables devaient être arrêtées. bienvenue dans Criminel, je suis Elisabeth Milner. Miami, Floride. C'est là que nous rencontrons la criminelle de cette semaine, Catherine McBain. Catherine est née en décembre 1984. Elle est originaire des Philippines. Ensuite, elle et sa famille ont déménagé aux États-Unis, à Miami, en Floride. À la fin de son adolescence, une amie de Catherine lui présente un homme nommé Sigfredo Garcia. On a juste traîné ensemble un jour. Je ne sais pas. Je ne me souviens plus, c'était il y a tellement longtemps. J'étais jeune. Vous vous êtes rencontrés au lycée? Non, c'était après le lycée. Catherine et Sigfredo commencent à sortir ensemble, puis emménagent ensemble. En 2007, ils accueillent leur premier enfant, un garçon. 5 ans plus tard, le couple accueille un deuxième enfant, une fille. Bien qu'ils se disent parfois mari et femme, Sigfredo et Catherine n'ont jamais été légalement mariés. Leur relation tumultueuse était ponctuée d'accusations d'infidélité et de consommation présumée de drogue par Sigfredo. Est-ce qu'un événement précis s'est produit qui t'a poussé à rompre avec lui? Je crois que oui. Oui, il y a eu un appel téléphonique où son téléphone m'a appelé par accident et j'ai un peu entendu par hasard qu'il parlait de quelque chose à un de ses amis. À propos d'une fille, peut-être, et j'en avais fini. Était-ce une vraie séparation? Oui, à ce moment-là, oui. Monsieur Garcia a-t-il tenté de se remettre avec vous? Oui. Comment as-tu fait ça? Je veux dire, je suis avec lui depuis toujours, donc tu sais, il disait ce qu'il fallait et on essayait de recoller les morceaux à chaque fois. À la fin de 2013, la relation entre Catherine et Sigfredo est terminée, et elle dit que cette fois, c'est pour de bon. Catherine rebondit avec un nouvel homme, un beau parodontiste nommé Charlie Adelson. Dans le sud de la Floride, Charlie Adelson était connu en ville comme une sorte de playboy. Charlie Adelson a grandi dans une famille aisée à Coral Springs, Floride. Son père, Harvey, est dentiste prospère et sa mère, Donna, ancienne enseignante, travaillait à temps partiel pour son mari. Charlie avait 2 frères et sœurs, Rob Adelson et Wendy Adelson. Chaque enfant Adelson a réussi à sa façon. Rob Adelson est médecin, Wendy Adelson est avocate. Quant à Charlie, il a suivi les traces de son père, est devenu dentiste et a fini par reprendre l'Institut Adelson de son père. Je m'appelle Dr Charlie Adelson et je suis parodontiste, propriétaire et copropriétaire avec mon père, Dr Harvey Adelson, qui est dentiste esthétique. Ce que j'aime dans mon métier, c'est de pouvoir redonner le sourire aux gens, changer leur façon de mâcher, changer leur mode de vie et transformer leur estime de soi et la façon dont ils se perçoivent au quotidien. Mais Catherine et Charlie se sont en réalité rencontrés dans un autre cabinet, Sophia Dental à South Beach, Floride. Était-il employé chez Softy Dental ou était-il plutôt un sous-traitant? Sous-traitant, il était un spécialiste. Comment se fait-il que vous ayez commencé à communiquer en dehors du cadre professionnel? Je crois qu'il demandait à quelques filles si j'étais célibataire et puis il a juste pris mon numéro. Je crois qu'il a mis son numéro dans mon téléphone. Au début, la relation entre Catherine et Charlie est décontractée. Elle rencontre peu à peu la famille, d'abord la sœur de Charlie, Wendy, lors d'un dîner, puis lors d'une journée à la plage. Catherine et Charlie ne se sont jamais appelés petit ami ou petite amie, ni officialisé leur relation. Plus tard, Catherine admettra au tribunal qu'elle couchait toujours avec Sigfredo Garcia, le père de ses enfants, tout en fréquentant Charlie Adelson. À l'été 2014, la relation entre Catherine et Charlie commence à s'essouffler, mais ils restent tout de même amis. Charlie aurait même encouragé Catherine à se remettre avec Sigfredo.
Cependant, Sigfredo n'était pas très content de Charlie et n'aimait pas qu'il communique, même en tant qu'ami. Selon l'ami de Catherine, Indra Velázquez Mascaro, les choses ont failli dégénérer entre Sigfredo et Charlie en juillet 2014. Et Sigfredo arrive de nulle part, le bloque, saute de la voiture et commence à s'énerver contre eux. Oui. Katie ne t'a jamais dit ça pour écouter ce qui se disait. Non. D'accord. Et comme tu l'as dit, Charles a réussi d'une manière ou d'une autre à dévier et à simplement s'écarter du chemin. C'est exact. D'accord. Ce même mois, un meurtre à environ 800 km de là allait bouleverser la famille Adelson à jamais. Le 18 juillet 2014, Dan Markel, l'ex-mari de la sœur de Charlie, Wendy, est abattu d'une balle dans la tête dans son allée à Tallahassee, en Floride. D'accord, dites-moi exactement ce qui s'est passé. Nous l'avons entendu là-haut. La porte du garage était ouverte et je croyais que le monsieur allait sortir en marche arrière. Je suis rentré chez moi, mais il n'est jamais sorti. Et je suis revenu et la vitre côté conducteur de son véhicule est brisée. Il est blessé et ne peut pas répondre. Il est à l'intérieur. Je ne sais pas si quelqu'un lui a tiré dessus, s'il s'est tiré dessus ou autre. Je l'ignore. Il faut vite une ambulance. Qu'est-ce qui lui arrive? Je ne sais pas. La vitre côté conducteur est complètement brisée et il a du sang partout sur la tête. Il ne me répond pas. Je pense que vous devez vous dépêcher. Dan Markel est transporté d'urgence à un hôpital de Tallahassee, mais il succombe à ses blessures le lendemain. Son cas est aussitôt traité comme une enquête pour homicide. Qui voudrait tuer un professeur de droit de l'Université d'État de Floride? Au moment de son meurtre, Dan Markel et Wendy Adelson étaient divorcés depuis environ 1 an après un divorce houleux et une bataille pour la garde de leurs 2 fils. Wendy Adelson est interrogée par les détectives le jour de la fusillade, qui cherchent à savoir si son divorce difficile avec Dan est lié à ce qui lui est arrivé. Daniel a été blessé par balle, d'accord? Et nous devons découvrir pourquoi et qui a fait ça. Tu peux nous aider avec ça? Je vais essayer. Ce que je veux faire maintenant pour essayer d'accélérer les choses, d'accord? J'ai besoin de votre accord. Puis-je prendre votre téléphone et en télécharger toutes les données? Est-ce un problème pour vous? Non. D'accord. Ensuite, nous allons organiser pour que vous récupériez les enfants ou nous irons les chercher d'une manière ou d'une autre, d'accord? Parce que les enfants sont à la garderie, n'est-ce pas? Oui. Et ils vont avoir besoin de leur mère. Oui. Danny ne m'a pas très bien traité. Et j'ai tellement peur que quelqu'un ait fait ça. Pas parce qu'il déteste Danny, mais parce qu'il pensait que c'était une bonne chose, d'une façon ou d'une autre. Tu es en train de dire que tu penses qu'un de tes amis aurait pu faire quelque chose comme ça? S'il te plaît, je ne sais pas. C'est pour ça que tu es là. Et c'est pour ça qu'on parle. Est-ce que tu demanderais un jour à quelqu'un de faire quelque chose comme ça? Jamais de la vie. D'accord. Tu penses que quelqu'un ferait ça pour toi sans te demander? Non. À quoi ça sert? Je veux dire... Mon frère, celui-là, il s'appelle Charlie, celui avec qui je suis vraiment proche. Il fait beaucoup de blagues de mauvais goût. Et c'était une blague qu'il a faite. Il m'a acheté la télé ce matin, celle qui a été cassée. Et puis je lui parlais pour savoir si ça valait le coup de payer pour la réparer ou si je devais en acheter une nouvelle. Et c'était toujours sa blague. Il savait que papa me traitait mal, et c'était toujours sa blague. Il disait, tu sais, j'ai envisagé d'engager un tueur à gages, et c'était moins cher de t'acheter cette télé. Alors à la place, je t'ai acheté cette télé. Je veux dire, il ne l'aurait jamais fait. C'est mon grand frère, et il s'occupe de moi depuis que je suis petite, mais il ne ferait jamais ça. Et j'ai dit ça au réparateur ce matin. Pendant les 5 heures d'interrogatoire de Wendy, elle mentionne à plusieurs reprises que sa famille n'aimait pas son ex-mari, surtout son frère Charlie Adelson. Vous savez, mes parents sont, vous savez, très en colère contre lui. Mais même quand ils sont avec mes enfants, ils ne diraient jamais un mot de mal sur le père de mes enfants. Ils sont vraiment... Il est vraiment prudent à ce sujet. Ils l'aiment bien, mais ils savent que c'est le père de mes enfants. Il ne ferait jamais ça. Jamais. Je ne sais pas qui pourrait être assez en colère contre lui. Eh bien, c'est ce que je dois découvrir. Pour faire quelque chose comme ça. Le frère dont tu es vraiment proche, je dois éliminer beaucoup de possibilités en même temps. Ton frère dont tu es très proche, celui qui plaisantait sur la télé, tu as dit comment il s'appelait? Charlie. Charlie, et il est à Fort Lauderdale? Ouais, d'accord. Dis-moi quel genre de voiture il a. Il a genre 5 voitures.
Bonjour. Il conduit. Il est dans le coin d'une voiture de police banalisée. Vraiment? C'est un sacré personnage. D'accord. Eh bien, laissez-moi vous demander, si vous découvriez que c'était quelqu'un que vous connaissez personnellement, est-ce que cela changerait votre avis sur ce qui devrait arriver à cette personne? Sur ce qui devrait arriver à cette personne? Pour des raisons de poursuite judiciaire. Non. Pensez-vous que quelqu'un ait pu tenter de tuer mon ex-mari? Ils doivent être poursuivis avec toute la rigueur de la loi. Peu importe qui c'est. Ce serait différent si je croyais que c'était mon frère, mais je ne pense pas que ce soit ma famille. C'est dur à accepter pour quelqu'un hors de ma famille proche, mais je ne crois pas que ce soit eux. Donc si c'est quelqu'un d'autre, oui. D'accord. Tu penses vraiment que ce gars, Charlie, serait capable de faire quelque chose comme ça? Non. Parlons, c'est tout. C'est un farceur. D'accord, très bien. En se basant sur le fait que le temps est déjà compté. Très bien. Et nous devons faire autant de travail que possible dès le départ. En 2014, Charlie n'était pas encore identifié publiquement comme suspect. À ce jour, Wendy Adelson n'a jamais été nommée publiquement suspecte ni inculpée pour le meurtre de son ex-mari. Les enquêteurs reviennent à la case départ. Catherine Mabano dira plus tard au tribunal que Charlie Adelson ne lui a jamais parlé du meurtre de son ancien beau-frère. Sa vie continue donc normalement. Il y a cependant une différence notable. Vers l'automne 2014, Catherine commence à mener une vie un peu plus luxueuse. Elle voyage en République dominicaine. Elle subit une augmentation mammaire qu'elle paie en espèces. Par la suite, Catherine et Sigfredo Garcia ravivent leur relation. En 2015, leur famille est de nouveau réunie. Ils ne se doutent pas que les enquêteurs les surveillèrent de près. Et en mai 2016, tout change. Le 25 mai 2016, Sigfredo Garcia est arrêté dans une station-service du sud de la Floride pour possession de cocaïne et meurtre au premier degré en lien avec la mort de Dan Markel. Sigfredo Garcia n'est pas le seul arrêté pour le meurtre de Dan Markel. Un mandat d'arrêt est également émis contre un chef de gang présumé nommé Luis Rivera, qui purgeait déjà une peine de prison fédérale pour une autre affaire. Sigfredo Garcia et Luis Rivera ont tous deux été inculpés par un grand jury du comté de Léon en juin 2016. Selon l'acte d'accusation, je cite, « Le 18 juillet 2014 ou vers cette date dans le comté de Léon et l'État de Floride. Ont-ils également tué un être humain, Daniel Markel, en lui tirant dessus avec une arme à feu? Ont-ils effectivement possédé cette arme? Et le meurtre a été commis avec un dessein prémédité ou l'intention de causer la mort de Daniel Markel. Leurs arrestations sont choquantes. Quel lien existerait entre un membre de gang condamné, un homme du sud de la Floride, et Dan Markel, professeur de droit à la FSU vivant à Tallahassee, à des centaines de kilomètres? Les détectives ont établi que le meurtre de Dan Markel n'était pas un acte de violence aléatoire. La police n'avait pas beaucoup d'indices au début de l'enquête, jusqu'à ce qu'elle reçoive un tuyau du voisin de Dan Markel qui a appelé le 911. Le voisin a déclaré à la police avoir vu une voiture claire, type Toyota Prius, quitter l'allée en marche arrière après la fusillade. Le 23 juillet 2014, 5 jours après le meurtre de Dan Markel, les enquêteurs ont publié une photo de surveillance du véhicule recherché, une Toyota Prius de couleur claire. Les détectives ont ensuite trouvé des preuves que les hommes dans la Prius avaient suivi Dan Markel avant son meurtre. En juillet 2015, la police aurait obtenu une vidéo d'un bus de la ville montrant ce qu'ils pensaient être la même Toyota Prius. Dans la vidéo, ni le conducteur ni la plaque d'immatriculation ne sont visibles, mais un transpondeur de péage était sur le pare-brise. Les enquêteurs ont examiné les relevés de péage des Toyota Prius allant vers Tallahassee à l'heure du meurtre. Les relevés de péage les ont conduits à une agence de location à Miami, Floride. Les détectives ont récupéré le contrat de location attestant que Luis Rivera avait loué la voiture. Grâce au numéro de portable donné par Luis sur le contrat, les enquêteurs l'ont retrouvé. Mais il y avait un autre numéro sur le contrat, juste marqué « Frère ». Les détectives ont retrouvé ce numéro lié à Sigfredo Garcia, ami d'enfance de Rivera. Leur arrestation a cependant soulevé plus de questions. Pourquoi aurait-il voulu la mort de Dan Markel? Des documents judiciaires publiés plus tard ont lié Sigfredo Garcia à la famille de l'ex-femme de Dan, Wendy, et surtout à Charlie Adelson. Selon un rapport d'ABC News, la déclaration sous serment liée à l'arrestation de Sigfredo Garcia et Luis Rivera affirme que Charlie n'aimait apparemment pas Markel et ne s'entendait pas avec lui. Le document affirme que Sigfredo et Luis ont été recrutés pour commettre cet acte odieux et la police pense que le mobile du meurtre provient du désir désespéré de la famille Adelson de faire déménager Wendy et les enfants qu'elle avait avec Dan dans le sud de la Floride. Avant leur divorce en 2013, Dan se serait opposé à ce que Wendy déménage leur jeune fils dans le sud de la Floride pour se rapprocher de sa famille.
En 2016, les procureurs n'ont inculpé aucun membre de la famille Adelson pour le meurtre de Dan Markel, faute de preuves suffisantes, selon la procureure Georgia Kappelman. Les avocats des Adelson ont publié une déclaration commune disant en partie, je cite, « Aucun des Adelson, Wendy, son frère Charlie, ni leurs parents, Donna et Harvey, n'a eu quoi que ce soit à voir avec le meurtre de Dan. Nous comprenons pourquoi le gouvernement a soumis la famille Adelson à un tel examen, mais rien n'a été trouvé confirmant cette fiction sur leur implication. » Pendant ce temps, Luis Rivera et Sigfredo Garcia devaient être jugés fin 2016, mais une arrestation choquante cet automne-là y a mis fin. Le 1er octobre 2016, Catherine McBainois, âgée de 31 ans, est arrêtée en lien avec le meurtre de Dan Markel. Les enquêteurs disent que Catherine est l'intermédiaire discrète entre le tueur à gages présumé et la famille Adelson. Selon une affidavit établissant les motifs probables obtenus par Law and Crime, Catherine McBainois entretenait une relation personnelle avec Charlie Adelson, l'ancien beau-frère de la victime. Les relevés d'appel indiquent que McBainois était un contact clé de Charlie. Les enquêteurs pensent également que McBainois a recruté le père de ses 2 enfants, Sigfredo Garcia, ainsi que son proche associé Luis Rivera, pour commettre ce meurtre et qu'ils ont tous été rémunérés pour leurs actes. Le document affirme aussi qu'après le refus de la demande de Wendy Adelson de déménager avec ses enfants, sa mère Donna l'a incité à plusieurs reprises à faire pression sur Dan Markel pour qu'il accepte leur départ en Floride du Sud. Selon le document, des informations ont aussi été reçues de l'ancien petit ami de Wendy, affirmant que Wendy lui avait dit que Charlie s'était renseigné sur l'embauche d'un tueur à gages l'été précédent et que cela coûterait 15 000 $. Lors de son entretien avec la police, Wendy a dit que Charlie avait évoqué cela en plaisantant. En salle d'interrogatoire, elle voulait appeler ses parents pour les prévenir de la fusillade. Elle aurait dit à l'accompagnateur que ses parents étaient très en colère contre Dan Markel et qualifiaient la situation de vraiment foutue. Wendy appelle sa mère, Donna Adelson, et lui aurait demandé d'informer Charlie de la fusillade. Selon la déclaration de cause probable, Donna a appelé Charlie mais est tombée sur sa messagerie vocale. Il la rappelle et il parle 5 minutes 47 au téléphone. Charlie rappelle Donna et parle avec elle pendant 6 minutes et 31 secondes. Ensuite, il appelle Catherine McBain et ils auraient parlé au téléphone pendant près de 3 minutes. Les autorités disent que l'appel passé à Catherine est important parce que, je cite, « Comme indiqué précédemment, les enquêteurs pensent que McBainwell est la personne qui a facilité l'homicide car elle est le lien entre les membres de la famille concernée et les tireurs. » Les enquêteurs confirment vite le rôle de Catherine dans le meurtre de Dan Markel grâce à un des tueurs présumés. J'étais peut-être à environ 1 mètre ou 1 mètre 20 de sa voiture. Je vois qu'il saute dehors. Il fait le tour de la voiture, la façon dont il conduit. Ils étaient des tueurs au téléphone ce jour-là. Je lui ai tiré 2 fois dessus, puis on est parti en voiture. Cet interrogatoire policier d'octobre 2016 avec Luis Rivera implique directement Catherine McBain, Sigfredo Garcia, et selon Luis, au moins un membre de la famille Adelson connaissait le plan. Je lui ai demandé dans la voiture, avant qu'il ne monte, qu'est-ce qu'elle fait ici? Elle est venue voir si tout allait bien avec les enfants. J'ai dit, mec, tu dois savoir autre chose que ces conneries, ce que cette femme fait ici. Et elle sait qu'on est là. Elle sait que tu es là. Alors pourquoi est-elle ici? Quand il appelle, c'est Katie qui l'appelle. Hé, qu'est-ce qui se passe? J'ai vu cette dame ici. Non, elle vérifie que tout va bien. Avant, à quelle heure il part demain, Don? Pour son vol ou peu importe comment il y va? C'est tout. Donc, on doit faire ça demain. Oui, parce qu'il part. Il s'en va. Il s'en va. Elle est venue voir les enfants, mais je l'ai vu s'effacer. Je me suis dit, d'accord. Donc, je me dis, on conduit, on retourne à l'hôtel. Je veux dire, je suis assis. Je suis assis sur la chaise à l'hôtel et il me demande « Ça va ?» Mais maintenant, je suis juste curieux de savoir ce que cette femme fout ici. Jeudi, t'es passé en voiture et tu l'as vu avec les enfants. Tu lui demandes, il dit que c'est Wendy. Elle s'assure qu'on va le faire ou un truc comme ça. Elle voulait s'assurer qu'on était là-haut. Elle pensait qu'on mentait, qu'il mentait. Et t'as dit tout à l'heure qu'il appelle Kate. Il a appelé Cathy. Réfléchis. Ils sont descendus, on avait jeté le pistolet, puis il l'a appelé et il a dit « Tout est fait. Assure-toi d'avoir mon argent, j'arrive. » De retour à la maison, il l'appelle. « On a besoin d'argent. » Elle dit « T'inquiète, tu l'auras demain matin. » Je peux l'entendre.
Je sais, je veux y retourner. Tu quittes Tallahassee en voiture. Markel a été abattu. Tu quittes Tallahassee en voiture. D'accord. Et alors, tu es en train de dire que tu as jeté l'arme avant qu'il ne passe le premier coup de fil, parce que le plus important, c'est qu'il l'appelle et dit... Ouais, il a appelé pour dire que tout était fait. Je crois que c'était avant ou après qu'on ait trouvé l'arme, mais c'est sûr à 100%, il a dit « Eh, c'est déjà fait ». Tu l'entends à l'autre bout du fil? Ouais. Je peux l'entendre. Elle dit « D'accord, je sais, très bien ». D'accord, je sais déjà. Ouais, genre... Je me demande comment elle sait ça. Genre, tu vois, comment elle saurait si elle a vraiment fini. Mais c'est la voix de Katie, ouais. C'est la voix de Katie, à 100%. Il ne peut pas appeler Wendy. Je ne connais pas sa voix, mais je connais celle de Katie. Rappelle-toi cependant qu'en 2016 personne de la famille Adelson n'a été arrêtée ou inculpée en lien avec la mort de Dan Markel. Quelques jours après l'arrestation de Catherine, Luis Rivera plaide coupable pour son rôle dans le meurtre du professeur de droit de la FSU. En octobre 2016, Luis Rivera purge déjà une peine fédérale de 12 ans de prison pour une affaire sans lien. Dans le cadre de cet accord de plaidoyer, il évite la peine de mort et même la prison à vie. Luis Rivera n'est condamné qu'à 7 années supplémentaires pour le meurtre de Dan Markel. Selon les termes de l'accord, il doit également coopérer pleinement avec les autorités. Cela inclut de témoigner contre Catherine et son ami d'enfance, Sigfredo. En octobre 2019, plus de 5 ans après le meurtre de Dan Markel, Catherine McBanois et Sigfredo Garcia sont jugés. Bien qu'aucun des Adelson ne soit jugé à ce stade, le nom Adelson devient un point central dans l'affaire du procureur. Les forces de l'ordre recueillent ces images de surveillance, essayant d'obtenir des informations sur les suspects et le véhicule qui pourrait être impliqué dans ce meurtre. Pendant qu'ils font cela, ils essaient en même temps d'en apprendre davantage sur la vie de Dan Markel. Qui est proche de lui? Qui pourrait avoir un motif pour vouloir sa mort? Les forces de l'ordre rencontrent l'ex-femme de Markel, Wendy Adelson, et apprennent qu'elle a été impliquée dans un divorce très conflictuel et dans des litiges continus avec M. Markel concernant l'application de l'accord de règlement du divorce, et plus précisément la garde de leurs 2 garçons. Les documents de la procédure de divorce indiquent que Wendy Adelson avait tenté de déménager dans le sud de la Floride. Elle avait en fait déménagé dans le sud de la Floride avec les enfants, et un tribunal lui a ordonné, le 20 juin 2013, de revenir à Tallahassee. Elle ne pouvait pas partir avec les enfants de M. Markel. Le divorce entre Wendy et Dan Markel avait été finalisé le 31 juillet 2013, mais comme je l'ai mentionné, le contentieux a continué, car les deux parties ont déposé des requêtes l'une après l'autre concernant des violations présumées de l'accord de divorce, en ce qui concerne la garde des enfants. Et plus précisément, l'une des dernières requêtes déposées avant le meurtre de Dan Markel concerne la mère de Wendy Adelson, sa belle-mère, Donna Adelson. Et dans cette requête, il alléguait que la grand-mère des enfants, Donna Adelson, le dénigrait auprès des enfants. Et il demandait au tribunal d'ordonner que Donna Adelson ne soit pas autorisée à avoir des contacts non supervisés avec les enfants de Dan Markel, donc ses petits-enfants à elle. Aucune décision n'a jamais été rendue concernant cette requête, car Dan Markel a été assassiné avant que l'audience n'ait lieu. Wendy Adelson a été interrogée, comme je l'ai mentionné, et elle vous dira qu'elle espère vraiment que personne n'a fait cela en son nom. Elle vous dira que son frère, Charlie Adelson, qui vit également dans le sud de la Floride avec sa mère, enfin pas avec elle, mais dans la même région que sa mère, Donna Adelson, et son père, Harvey Adelson. Elle vous dira que Charlie, je cite, a envisagé d'engager un tueur à gages, mais a décidé qu'acheter une télévision comme cadeau de divorce serait moins cher. Et quel était son alibi pour le meurtre? Où était-elle quand Dan Markel a été tué? Elle a un témoin qui était présent chez elle, un réparateur qui réparait justement cette télévision. Selon l'État, Catherine a recruté Sigfredo, qui a sollicité l'aide de Luis Rivera. L'accusation soutient que Catherine n'était pas à Tallahassee lors du meurtre de Dan Markel, mais elle et le tueur à gages en ont tiré un avantage financier. Donc, le 18 juillet 2014, Rivera et Garcia suivent le professeur Markel jusqu'à la garderie où il dépose ses enfants vers 8h50 du matin. Ensuite, ils vont à la salle de sport et attendent sur le parking pendant que M. Markel s'entraîne.
Et ensuite, ils vont chez lui où Rivera gare la Prius dans l'allée, tout près du pare-choc de la voiture de M. Markel, là où il est garé dans son allée. Vous entendrez que Garcia sort de la voiture et s'approche de Markel avec le revolver acheté dans la rue par Luis Rivera, et que c'est lui, Garcia, qui tire sur M. Markel à 2 reprises à travers la vitre du conducteur avant de remonter dans la Prius. Rivera recule hors de l'allée et ils repartent vers Miami. J'ai mentionné plus tôt que les 2 hommes avaient éteint leur téléphone et qu'une fois qu'ils les rallument, le tout premier appel que l'un d'eux passe après l'homicide est celui de M. Garcia à Catherine McBanawa. Et que dit-il? Il dit que le travail est fait. Et que répond-elle? Elle dit « Je sais ». Une brève discussion porte sur le moment où ils toucheront leur argent. Et Catherine McBanawa dit « Ne t'inquiète pas pour l'argent. Je vais obtenir l'argent. Tu l'auras demain. » Le lendemain, Rivera était chez le coiffeur quand il a parlé à Catherine McBanawa. Elle a dit qu'elle avait l'argent et qu'elle cherchait Garcia pour le payer, mais qu'elle n'a pas réussi à le trouver. Rivera savait où chercher Garcia chez une autre jeune femme. Rivera finit par retrouver Garcia et ils se rendent tous chez Rivera où Rivera reçoit son paiement. Donc Rivera, Garcia et McBanawa sont tous présents. Rivera reçoit son argent, $35 000, $35 000 agrafés en liasses de $1 000 chacune. Garcia a également donné un peu plus d'argent à Rivera plus tard dans la soirée pendant la fête. Comme le couple a été jugé ensemble, leurs avocats ont chacun présenté leur déclaration d'ouverture au jury. L'avocate de la défense de Catherine McBanawa mentionne la famille Adelson à plusieurs reprises et affirme que sa cliente est innocente. Ils veulent que vous croyiez que Catherine McBanawa a été payée en espèces pour un meurtre, puis qu'elle est allée à la banque pour déposer cet argent, l'endroit où personne ne le retrouvera jamais. Qu'elle a décidé d'entrer dans une banque avec des caméras de surveillance et un registre, et que le plan était de cacher l'argent à la banque. Maintenant, ce que les preuves vont vous montrer, c'est qu'il n'y a aucune preuve de retrait sur les comptes des Adelson. Aucun d'entre eux. Et il n'y a aucune preuve de dépôt en espèces sur les comptes de Sigfredo Garcia et Luis Rivera. Et pourquoi cela? Vous vous rappelez ce que Mademoiselle Kaplan a dit hier au Voir Dire? Les criminels ne laissent ni ADN ni empreinte digitale. Vous vous souvenez quand elle a dit ça? Ils veulent que vous croyiez que Catherine fait partie de ce plan élaboré, mais c'est la seule à laisser une trace de dépôt d'argent liquide sur son compte bancaire. Elle est assise ici, accusée d'un crime qu'elle n'a pas commis, sans aucune preuve directe et fiable qui l'implique. Donc, à ce stade, l'État avance avec les affaires. Le procès de Sigfredo est prévu. Le procès de Luis est prévu. Et ils veulent que les Adelson reviennent. L'avocat de Sigfredo Garcia affirme que le jury ne doit pas croire Luis Rivera. L'accusation a misé sur Luis Rivera. C'est ça, cette affaire. D'accord? Il va y avoir des spéculations et une théorie supplémentaire sur la raison pour laquelle les Adelson voulaient faire du mal à Dan Markel. C'est une affaire supplémentaire. Cette affaire, l'affaire de Sigfredo, repose sur Luis Rivera. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que la seule personne qui peut placer Sigfredo Garcia sur les lieux, la seule personne qui peut vous dire que Sigfredo Garcia est sorti de la voiture et aurait tiré sur Dan Markel, c'est qui? C'est le gars qui a pris 7 ans. Le gars qui a eu l'affaire du siècle. Les preuves vont montrer que mon client a des enfants avec Mademoiselle McBanawa. Il l'aime, c'est sa petite amie, c'est sa petite femme. Mais il traversait une période difficile. Et tu sais avec qui elle sortait? Elle sortait avec Charlie Adelson. Ils veulent que vous croyiez, et les preuves montreront, d'après les propres témoins de l'accusation, que Sigfredo Garcia était amoureux de Katie et qu'il n'était pas heureux. Pas du tout. Que ce playboy dentiste qui se promène en Ferrari avec de beaux cheveux, de gros muscles et un portefeuille bien garni était avec sa femme. Ils veulent que vous croyiez que cet homme au cœur brisé s'est dit « Vous savez quoi? Je vais aller aider le gars qui est avec ma femme. » Un témoin clé pour l'accusation n'est autre que Luis Rivera.
Que faisait Monsieur Markel quand vous vous êtes arrêté derrière lui? Il était au téléphone. D'accord. Encore assis sur le siège conducteur? Oui, madame. Que s'est-il passé après être entré dans son allée? À mon arrivée, il avait déjà sauté, puis il est sorti de la voiture et a fait le tour. Pas autour, mais devant la voiture. Derrière sa voiture et devant celle que je conduisais. Il est allé du côté conducteur et lui a tiré dessus. Vous avez tiré sur Monsieur Markel? Oui, madame. Combien de fois? 2 fois. Avez-vous vraiment vu Monsieur Garcia tirer sur Monsieur Markel? Bien sûr. Vous souvenez-vous d'une conversation où Mademoiselle McBanawa donnait des indications à Monsieur Garcia et où vous pouviez l'entendre dire « Assure-toi que tout soit bien fait. Quand tu as fini, appelle-moi. » Oui. C'était quand? C'était le 2e voyage quand on essayait de... Non. C'était le 2e voyage quand on essayait de tuer le gars. Faisiez-vous partie de ce complot pour accomplir le meurtre de Monsieur... Markel? Pas du tout. Vous n'aviez rien à voir avec ça? Je veux dire, oui, il m'en a parlé pour que j'y aille, mais s'il dit que j'ai été embauché, non. Eh bien, tu as été payé, non? Oui, par Garcia. Très bien, donc Garcia t'a engagé pour commettre un meurtre, n'est-ce pas? Oui, madame. Et qui l'a engagé, lui? La famille Adelson. Pardon? La famille de Wendy. La famille de Wendy l'a engagé? Oui. D'accord, et... Comment la famille de Wendy était-elle liée à Sigfredo Garcia? Parce que Katie sortait avec le dentiste. Le dentiste auquel Luis Rivera fait référence est Charlie Adelson. Charlie n'est pas appelé à témoigner lors du procès de Catherine et Sigfredo en 2019, mais beaucoup de gens étaient impatients d'entendre le témoignage de sa sœur, Wendy Adelson. Et avez-vous dit comment vous connaissez Madame E? Elle sortait avec mon frère. Les procureurs affirment que Wendy Adelson témoigne grâce à un accord d'immunité. Bien que l'accord empêche que son témoignage soit utilisé contre elle, il est toujours possible que l'État puisse l'inculper ultérieurement. Savez-vous si la maison de vos parents contient un coffre-fort rempli de liasses de billets? J'ignore tout d'un coffre-fort rempli de billets. Vous n'avez donc pas une liasse de billets dans le coffre-fort de vos parents appartenant à Wendy? Non. D'accord. Est-ce que Charlie Adelson aimait Dan Markel? Et encore une fois, je parle de la période avant sa mort. Je veux dire, je pense qu'il était aussi... Il m'écoutait quand je lui parlais des choses qui me bouleversaient à l'époque à cause du divorce. Donc, qu'il l'aimait ou non, il m'a certainement soutenue. D'accord, mais il n'a jamais exprimé d'antipathie? Non. A-t-il parlé d'engager un tueur pour tuer votre mari? Objection, oui dire. Objection rejetée. Non. A-t-il déjà plaisanté en disant qu'il avait envisagé d'engager un tueur à gages, mais qu'il serait moins cher de t'acheter une télé comme cadeau de divorce? Il a effectivement fait cette blague. Qui a organisé la réparation de cette télé? C'est moi. Ta mère n'a pas prévu ça? Je ne crois pas. Est-ce que Charlie a déjà dit qu'il avait envisagé toutes les options possibles pour régler le problème étant Dan Markel? Objection, oui dire. Votre honneur, j'ai une objection permanente pour éviter de la répéter. Réfléchis. Au revoir. A-t-il déjà dit ça? Non. Après le meurtre de Monsieur Markel, Charlie Adelson vous a-t-il emmené dîner pour célébrer? Non. Vous souvenez-vous d'un dîner peu après la mort de Monsieur Markel, où vous étiez avec Monsieur Charlie Adelson et où vous avez vomi? Oui, je me souviens de ce dîner. Pardon. Allez-y, je vous ai interrompu. Après la mort de Danny, j'étais terrifiée à l'idée que quelqu'un s'en prenne à moi ou à mes enfants et nous fasse du mal aussi. Avez-vous été impliqué de quelque manière que ce soit dans un complot visant à tuer Dan Markel? Non. Avez-vous connaissance de quelqu'un qui aurait été impliqué dans un complot visant à tuer votre mari? Non. Une fois que l'affaire est remise à la défense, Sigfredo Garcia refuse de témoigner pour sa propre défense. Catherine, cependant, décide de témoigner. Avez-vous eu quelque chose à voir avec le meurtre de Dan Markel? Non, madame. Avez-vous demandé au père de vos enfants, Monsieur Garcia, de commettre un meurtre pour le compte de Monsieur Charlie Adelson? Non, madame. Maintenant, je voudrais attirer votre attention sur le 18 juillet 2014. Vous savez désormais que ce jour était crucial dans cette affaire. Oui, madame. Vous savez désormais que c'est le jour de l'exécution de Dan Markel? Oui, madame. D'accord. Est-ce que Monsieur Garcia vous a déjà dit qu'il quittait la ville?
Non, madame. Vous souvenez-vous que M. Garcia vous ait déjà dit « Je pars vers le nord, je vais à Tallahassee ». Non, madame. Est-ce que Tallahassee vous serait resté en tête? Oui, madame. D'accord. En dehors de ces 3 dernières années, étiez-vous déjà venu à Tallahassee? Non, madame. C'est votre première fois ici. Première fois. Si je vous demandais maintenant ce que vous faisiez le 18 juillet 2014, seriez-vous capable de me le dire? Non. Madame. Vous souvenez-vous d'avoir eu une conversation avec Charlie Adelson à propos de son beau-frère qui avait eu un accident? Est-ce que cela vous dit quelque chose? Ça me dit quelque chose. Oui, d'accord. Donc, à un moment donné, vous vous souvenez qu'il a parlé de son beau-frère ou de son ex-beau-frère? Je crois, oui. Dans la mesure de vos souvenirs, et je ne veux pas vous faire dire ce que vous n'avez pas dit, essayez de nous décrire ce qu'il vous a dit à propos de son ex-beau-frère qui aurait eu un accident. Eh bien, c'est tout. Je me souviens où... J'essaye de me souvenir, il y a eu un jour où il a appelé et il a dit oui, que son beau-frère avait eu un accident. Je ne sais pas si c'était un accident de voiture ou un autre type d'accident. D'accord, tu te souviens si c'était un accident de voiture? Est-ce que ça te dit quelque chose ou tu ne sais pas? Je ne sais pas. D'accord. A-t-il dit que son beau-frère avait été blessé par balle 2 fois? Non. Madame. Il ne vous a pas dit qu'il avait été assassiné? Non, madame. L'auriez-vous retenu s'il vous l'avait dit? Je m'en souviendrai, madame. L'accusation avait des années de preuves contre Catherine, y compris ce qui pourrait être considéré comme la plus grande preuve, la bosse. La bosse est une opération où un agent infiltré ou un policier rencontre une personne visée par une enquête et interagit avec elle équipé d'un micro. Dans ce cas, l'agent infiltré a prétendu être un membre du gang Leon King. L'agent infiltré, ou UC, n'a pas approché Catherine McBanois. Il a approché Donna Adelson. Selon un agent spécial du FBI après la bosse, Donna a appelé Charlie, qui a appelé Catherine. Ma mère, la gamine... Je n'ai entendu qu'une partie de l'histoire. D'accord. Elle ne voulait pas en dire plus. Mais elle a dit que quelqu'un l'a abordée dans la rue, l'a appelée par son nom, lui a remis une enveloppe avec quelque chose dedans. Oui. Cette personne ne voulait pas entrer dans les détails et je ne sais pas à quoi cela fait référence. Quelque chose concernant son fils, quelque chose concernant son ex-petite amie et la personne qui demandait à ma mère de lui trouver quelqu'un. Oui. Et ça, ils prétendent qu'il devait être payé d'une certaine somme d'argent. Découvre qui c'est parce que l'autre appel va venir du FBI. Je te le dis. Les gars, je vous le dis. Et quand ils attraperont la personne, ils vont lui poser plein de questions sur qui est Katie. On en a déjà parlé. Ce n'est même plus une blague, sérieusement. C'est parce que si quelqu'un vous harcèle, si quelqu'un... harcèle un de vos amis, et c'est comme vous l'attachez? D'accord, Cathy, réfléchis bien. Découvre qui c'est, bordel. C'est tout ce que je te demande. T'es idiote, tu as donné un mauvais numéro. Trouve le numéro de la mère, je vais l'appeler. D'accord. Et putain, c'est même pas là-bas, la vieille merde. Oh, moi. Je suis grave énervée, genre, je vais direct voir les flics là. C'était un aperçu de l'une des nombreuses écoutes téléphoniques réalisées par le FBI sur les téléphones de Catherine et Charlie Adelson. Au procès de Catherine en 2019, elle a été interrogée pour la première fois sur ces enregistrements. Donc, je voudrais revenir sur certaines choses concernant ce que nous avons tous décrit comme le bump, d'accord? Je vais donc faire référence à l'appel 1392 qui a eu lieu le 19 avril 2016. D'accord? C'est apparemment le premier appel téléphonique que vous avez reçu. De M. Adelson. D'accord. Très bien. C'est la première fois qu'il vous informe que quelqu'un a abordé sa mère dans la rue. D'accord. D'accord? Vous vous souvenez de ça, n'est-ce pas? Oui. Vous vous êtes entendu sur l'enregistrement? Quand vous avez dit? Pouvez-vous expliquer au jury ce que vous ressentiez et pourquoi vous avez répondu ainsi? Oui, j'étais juste confuse. Aviez-vous la moindre idée ou saviez-vous ce qui se passait? Non, non.
Et Monsieur Adelson vous a dit que quelqu'un s'était approché de sa mère et avait fait référence à une ex-petite amie? Oui. Madame, d'accord. Monsieur Adelson ne vous a-t-il pas expliqué pourquoi il vous appelait? M'a-t-il expliqué pourquoi il m'appelait lors de cet appel? Vous a-t-il dit « Tu es ma dernière ex, c'est pourquoi je t'appelle » Oui. Quelle était votre inquiétude à ce moment-là concernant ce que vous disait Charlie Adelson? Craignez-vous que quelqu'un cite votre nom? Pourquoi mentionne-t-il mon nom? Mais à ce moment-là, vous ne savez même pas si c'est vraiment de vous qu'il s'agit? Oui, parce qu'il a dit « ex-petite amie ». D'accord. Tu lui as même demandé qui disait que j'avais mal agi, n'est-ce pas? Tu n'appelles jamais la police? Non. Maintenant, on entend lors d'un appel téléphonique un très long appel et tu semblais très frustré. Oui, madame. Tu utilisais beaucoup de gros mots avec Charlie. Pourquoi étais-tu frustré contre eux? Cet appel téléphonique était très embarrassant. Je veux dire, je ne savais même pas que je pouvais dire autant de gros mots en seulement 23 minutes. Mais est-ce que ça fait bizarre de s'écouter soi-même? Oui. Tu savais à ce moment-là que tu étais enregistré? Non. Est-ce que tu aurais arrêté d'utiliser ton téléphone si tu avais été impliqué dans une activité criminelle? Bien sûr. As-tu des infos indiquant que Charlie Adelson était impliqué? Est-ce que j'ai des informations? Je veux dire, d'après tout ce qu'on a vu, mais je n'ai pas d'informations de première main. D'après ce que tu as vu, penses-tu que Charlie était impliqué? Oui. Penses-tu que Charlie te mentait? Oui. Lors du contre-interrogatoire du procureur, Catherine affirme que l'argent supplémentaire trouvé sur son compte n'est qu'une coïncidence. Vous n'avez pas demandé à M. Garcia d'aider cette dame à récupérer ses enfants à Tallahassee? Non. Madame... Vous ne lui avez pas demandé de tuer Dan Markel? Non. Madame... Il vous a offert un voyage tous frais payé à Saint-Domingue pour vous et M. Garcia. Est-ce vrai? Non. C'est en fait pour mes enfants et moi pour rendre visite à ses parents, sa mère, ma belle-mère. Est-ce que Charlie a payé pour ça? Oui, madame. Est-ce qu'il a payé un service de repas pour vous? Oui, je m'en souviens. A-t-il déjà réglé votre facture de carte de crédit quand vous ne pouviez pas? Pas que je me souvienne. Est-ce qu'il vous a déjà donné de l'argent en liquide? Pas que je me souvienne. N'est-il pas vrai qu'on vous a proposé une grosse somme d'argent si vous refusiez de coopérer contre Charlie Adelson? Si je refuse? Oui, madame. Non. Quelqu'un vous a-t-il proposé de l'argent? Non. Vous souvenez-vous avoir dit que, après avoir été acquitté, vous pourriez rester chez vous avec un professeur particulier à domicile pour vos enfants? Non. Lors de leur plaidoirie finale, l'accusation affirme qu'il y a assez de preuves pour condamner Catherine et Sigfredo. Tous ces petits indices ont mené au même endroit. La Prius a mené à Rivera, Rivera a mené à Garcia, et la rancune a mené aux Adelson, et les deux pistes se terminent chez Catherine Ibanawa. Lors des plaidoiries finales, la défense de Catherine soutient qu'une autre personne est responsable, pas elle. Je ne peux pas le dire. Pourquoi Charlie Adelson a fait ce qu'il a fait, mais certaines choses ont du sens. Notre théorie est que lui et Sigfredo Garcia avaient un accord. Maintenant, le gouvernement veut dire que c'était par l'intermédiaire de Catherine McBanois. Notre position est que tout tournait autour de Catherine McBanois. L'incident lui a donné l'idée d'utiliser Catherine comme relais. Découvre qui c'est, appelle ce numéro. Après un long procès, le jury va délibérer et condamnera Sigfredo Garcia pour meurtre au premier degré. Sigfredo Garcia est condamné à la perpétuité sans libération conditionnelle, mais le destin de Catherine est tout autre. Le jury n'arrive pas à se mettre d'accord à l'unanimité sur aucune des trois accusations. Est-ce la bonne décision? Très bien. En tant qu'accusé, je vais déclarer ce procès comme nul. Le nouveau procès de Catherine a lieu en 2022 et beaucoup de choses ont changé dans l'affaire depuis 2019. En avril 2022, le FBI procède à une autre arrestation choquante en lien avec le meurtre de Dan Markel, Charlie Adelson. Il est accusé de meurtre au premier degré, de complot pour commettre un meurtre et de sollicitation de meurtre. Après l'annonce de son arrestation, le nouveau procès contre Catherine McBanois est toujours inscrit au calendrier du tribunal. Son nouveau procès aurait lieu quelques semaines après l'arrestation de Charlie Adelson. La théorie de l'accusation reste la même que lors de son premier procès. Catherine McBanois aurait servi d'intermédiaire entre le tueur à gages et la famille Adelson.
Est-ce ce que vous avez reçu de l'Adelson Institute? Oui. Et cela faisait suite à votre assignation pour obtenir toute la documentation concernant l'emploi de Catherine McManus. Oui. Que contient la pièce à conviction? C'est juste qu'elle était... Elle recevait ses chèques de paye de façon progressive environ toutes les 2 semaines. Il y avait un chèque de paye ou un chèque émis par l'Adelson Institute à Catherine McBeath. Et quand le paiement a-t-il commencé? Quand ces chèques ont-ils commencé à être émis? En septembre Septembre de quelle année? 2014. Donc environ 2 mois après le meurtre. Oui, Et combien de temps ont-ils continué? jusqu'à la fin du mois de mars 2016. Jusqu'à ce qu'il y ait des arrestations dans cette affaire? Oui, à peu près à ce moment-là. D'accord. Avez-vous pu obtenir des preuves au cours de votre enquête que mademoiselle McVanawa se rendait physiquement à l'Adelson Institute pour effectuer un travail? Il n'y avait aucune indication de cela. Certaines personnes témoignent aussi, comme Luis Rivera. Qui t'a payé pour participer au meurtre de Dan Markel? J'avais peur d'eux. D'accord. Qui lui a donné l'argent? Sa femme m'a payé. Est-ce que vous... Avez-vous déjà connu Dan Markel? Pas du tout. Vous ne l'avez jamais vu de votre vie? Jamais, vraiment jamais. Étiez-vous déjà venu à Tallahassee avant cette affaire? Non, madame. Avez-vous quelque chose contre Stan Markel? Pas du tout. Votre mobile dans ce meurtre était purement financier. Oui, madame. Qui vous a d'abord demandé de participer à ce meurtre? Vale. Sacramento Garcia? Oui, madame. Qui a organisé cet arrangement, ce complot pour commettre un meurtre? D'après ce que je sais, Katie était impliquée. Elle était hypnotisée. Elle était un peu au milieu. Elle lui a dit de venir faire un travail et il est venu me tuer. Aviez-vous une idée de pourquoi vous veniez à Tallahassee pour tuer ce type? Pas à ce moment-là. Wendy Adelson témoigne aussi lors du nouveau procès dans le cadre d'un accord d'immunité, comme la première fois. Votre frère a-t-il déjà parlé d'engager un tueur pour tuer votre ex-mari? Il n'a jamais mentionné engager un tueur à gages. Il a fait une seule mauvaise blague déplacée où il a dit qu'il m'avait acheté une télévision quand j'ai divorcé et il a dit que c'était un cadeau. Puis il a fait une très mauvaise blague de mauvais goût en disant que c'était moins cher que d'engager un tueur à gages. Et est-ce que c'était... Je suis désolée, je vous ai interrompu. C'est pas grave. Qu'est-ce que vous alliez dire d'autre? Je crois que c'était tout. D'accord. Votre frère a-t-il fait cette blague une fois ou plusieurs fois? Il a tendance à se répéter. Donc tout ce qu'il dit, il le dit plusieurs fois. Savez-vous combien de fois il l'a dit? Je n'en ai aucune idée, mais au moins 2 fois, c'est sûr. Et vous aviez compris qu'il n'avait fait aucun effort réel pour engager le tueur à gages? Oui. Comme à son premier procès, Catherine se défend elle-même, affirmant n'avoir aucun lien avec le meurtre de Dan Markel. Donc votre défense est que vous n'êtes pas impliquée dans ce meurtre? Oui. Madame, et vous avez dit qu'il semble que Charlie Adelson l'est, évidemment. Oui, madame. Et le père de vos enfants l'est aussi, n'est-ce pas? Et vous êtes prise au milieu de tout ça? Oui, madame. D'accord. Et si vous recevez de l'argent de Charlie Adelson sans raison légitime, cela paraît suspect. Il semble qu'il vous paie ou vous satisfait pour votre rôle dans ce meurtre, non? Non, madame. Maintenant. L'État a dit que ce serait étrange pour Garcia et Charlie de se parler, autant que vous le saviez, n'est-ce pas? Oui, madame. D'accord. Est-ce que ce ne serait pas encore plus étrange si Charles Adelson demandait à sa petite amie de demander au père de son enfant, qui le détestait, de commettre un meurtre pour lui? Ce serait extrêmement étrange. Mais un jury aurait-il assez de doutes raisonnables pour qu'un deuxième procès soit annulé? Nous, le jury, déclarons ceci sur le premier chef d'accusation. A. L'accusé est coupable de meurtre au premier degré. Nous, le jury, déclarons ce qui suit sur le second chef d'accusation. A. L'accusé est coupable de complot en vue de commettre un meurtre au premier degré. Nous, le jury, déclarons ce qui suit sur le troisième chef d'accusation. A. L'accusé est coupable de sollicitation en vue de commettre un meurtre au premier degré. Catherine est condamnée le 29 juillet 2022. Bien que Catherine McBanwell n'ait jamais été accusée d'avoir tiré, sa peine a été identique à celle d'un tueur à gages. Et elle est résidente de Floride. Catherine Van Vanamor, 2016, CF 3036 et 2018, CF 497. Mesmo Van Gaal est présente ici dans la salle d'audience avec son avocat
pour le chef d'accusation numéro 1, qui est celui de meurtre au premier degré. Vous avez été reconnu coupable par un jury. Vous serez déclaré coupable et vous serez condamné à la prison à vie, sans possibilité de libération conditionnelle ou surveillée. Pour le deuxième chef d'accusation, qui est complot en vue de commettre un meurtre, vous avez été reconnu coupable par un jury. Vous serez déclaré coupable et vous serez condamné à une peine consécutive de 30 ans à purger dans le système pénitentiaire. Pour le troisième chef d'accusation, la sollicitation en vue de commettre un meurtre, vous avez été reconnu coupable par un jury pour ce chef d'accusation. Vous êtes déclaré coupable et vous serez condamné à une peine consécutive de 30 ans au sein du département des services correctionnels. Vous bénéficiez d'un crédit pour le temps déjà purgé, soit 2119 jours. Vos frais de justice s'élèvent à 2625 $ et les frais de poursuite à 100 $ et ceux-ci seront jugés au civil. Juge. Vous avez 30 jours pour déposer un avis d'appel. Ce ne sera pas la dernière comparution de Catherine McBanwell au tribunal du comté de Léon. En octobre 2023, elle a témoigné contre Charlie Adelson à son procès pour meurtre. Vous portez des vêtements de prison. Êtes-vous en détention? Oui. Madame, Pourquoi êtes-vous en détention? le meurtre. Vous purgez une peine pour meurtre? Oui. Madame. Vous avez été reconnu coupable de meurtre. Oui, madame. Et s'agit-il du meurtre de Dan Markel? Oui, madame. Lors de son témoignage au procès de Charlie, Catherine raconte une histoire complètement différente de celle qu'elle avait donnée pour sa propre défense lors de ces deux procès. Quelle était votre défense au procès? Que je n'avais rien à voir avec ça. D'accord, que nous avions raison en ce qui concerne Charlie Adelson et que nous avions raison en ce qui concerne les tueurs, mais que vous n'étiez pas l'intermédiaire. Oui, madame. Est-ce que c'était vrai? Non, madame, ce n'était pas vrai. Étiez-vous au milieu? Oui, madame, j'y étais. Et n'avez-vous pas également témoigné lors du procès au cours duquel Sigfredo Garcia a été reconnu coupable de meurtre? Oui, madame, j'y étais. Et quelle était sa défense? Qu'il n'avait rien à voir avec ça. Que nous avions vu juste en ce qui concerne Charlie Adelson et que nous avions vu juste en ce qui concerne les tueurs, mais qu'il n'avait rien à voir avec ça. Oui, madame. Protégez votre œil des saignements. Mademoiselle Calvin, veillez à avoir des questions à poser. Et cette défense était-elle sincère? Non, madame, ce n'était pas le cas. Donc Sigfredo Garcia était impliqué. Oui, madame, il l'était. Alors pourquoi dire la vérité maintenant? Je crois qu'il était nécessaire que la vérité éclate maintenant pour que la famille puisse enfin trouver une forme de réconfort. Pourquoi la vérité n'a-t-elle pas éclaté l'an dernier ou les années précédentes? J'essayais de me défendre. Tu essayais de t'en sortir? Oui, madame. Tu pensais réussir à ton procès avec cette défense? Je pensais... Quelqu'un t'a-t-il fait une promesse en échange de ton témoignage aujourd'hui? Non, madame. N'avait-on pas initialement proposé l'immunité en échange de ta coopération dans cette affaire? Oui, madame, c'est exact. Mais tu n'as pas accepté notre offre? Non, madame, je ne l'ai pas acceptée. Parce que tu pensais pouvoir t'en sortir complètement, oui. Madame. Et maintenant, tu es condamnée à perpétuité. Oui, madame, c'est le cas. Charlie Adelson nie toute implication dans le meurtre de son ex-beau-frère. Maintenant, vous souvenez-vous d'avoir fait une blague? Que lui offrir une télévision revenait moins cher qu'engager un tueur, quelque chose comme ça. Oui, c'est tout ce que j'ai à dire. Alors, quelle était la blague? En fait, j'ai été stupide d'offrir la télévision comme cadeau de divorce. C'était la chose la plus stupide que j'ai jamais dite. J'ai dit que j'allais engager un tueur à gages, mais la télévision coûtait moins cher, donc j'ai choisi la télé. Et je l'ai dit entièrement pour rire et c'était stupide, mais je fais ça souvent. As-tu déjà fait cette blague à d'autres personnes? Oui. As-tu fait cette blague plusieurs fois en 2013 et 2014? J'ai fait cette blague quand elle avait des problèmes, qu'elle se disputait et qu'elle était contrariée. J'ai recyclé la blague. Et c'était stupide. As-tu déjà fait cette blague à Catherine McBeath? Oui, je l'ai fait. Pour être clair, as-tu déjà envisagé d'engager un tueur à gages? Non, jamais. Cependant, un jury du comté de Léon a rejeté la théorie de la défense.
Dans le tribunal de circuit du 2e circuit judiciaire du comté de Léon, en Floride, l'État de Floride contre Charles Adelson, numéro d'affaires 2016, CF 3036B verdict. Chef d'accusation numéro 1. Nous, le jury, déclarons ce qui suit concernant le chef d'accusation numéro 1 de l'acte d'accusation, meurtre au premier degré. L'accusé est coupable de meurtre au premier degré. Charlie Adelson est reconnu coupable sur tous les chefs d'accusation. Après sa condamnation, une autre arrestation choquante a lieu. Sa mère, Donna Adelson, est arrêtée en novembre 2023 alors qu'elle tentait prétendument de s'enfuir vers le Vietnam. Je ne veux pas te le donner. Pourquoi ça compte? Pourquoi veux-tu te battre? Mets tes mains derrière ton dos comme si tu priais. Laisse-moi t'aider pour qu'on puisse voir. Donna Adelson est arrêtée pour meurtre au premier degré, complot et incitation. Elle plaide non coupable. En décembre 2023, Charlie Adelson est condamné à la prison à vie. Donna Adelson ne sera jugée qu'en août 2025, plus de 11 ans après le meurtre de Dan Markel. Comme dans l'affaire Charlie Adelson, Catherine McBainois a aussi témoigné contre Donna Adelson. Pourquoi venir maintenant avec une histoire différente? Je pense que la vérité devait éclater et que les personnes responsables devaient être arrêtées. Donna n'a pas témoigné. Par son avocate, elle nie toute implication dans le meurtre de son ex-gendre. Son sort est entre les mains du jury et leur décision lui fait monter les larmes aux yeux. Nous avons le verdict du jury concernant le premier chef d'accusation, meurtre au premier degré. L'accusé est reconnu coupable de meurtre au premier degré. Madame Adelson, reprenez-vous. Donna Adelson est-elle le dernier élément d'une sombre conspiration? Lors de l'enregistrement, aucun autre membre de la famille Adelson n'avait été arrêté ou inculpé pour le meurtre de Dan Markel. En juin 2025, Luis Rivera a été libéré de la détention fédérale, mais il purgera le reste de sa peine dans une prison d'État en Floride. Les registres du département des services correctionnels de Floride montrent que Sigfredo Garcia purge une perpétuité à la Liberty Correctional Institution de Bristol, Floride. Charlie Adelson purge sa peine à perpétuité dans une prison du Dakota du Sud. Sa mère, Donna Adelson, passera le reste de sa vie à la Homestead Correctional Institution. Quant à Catherine McBainois, elle purge sa peine à perpétuité à la Lowell Correctional Institution à Ocala, en Floride. Merci de m'avoir rejointe pour cet épisode. Je suis Elisabeth Milner. On se retrouve ici la semaine prochaine avec une nouvelle criminelle.